Qui n'a jamais entendu « ça y est, on vit dans de la science-fiction », Orwell avait tout prévu, etc., etc. Il colle à la science-fiction une image de littérature prédictive. Ces auteurs sont comme des prophètes qui voient l'avenir dans lequel aujourd'hui, donc des décennies plus tard, nous vivons. Que ce soit marcher sur la Lune, les écrans, le monde virtuel, la surveillance numérique, les exemples ne manquent pas. Mais est-ce vrai? La science-fiction prédit-elle l'avenir? Ces auteurs sont-ils capables de voir quel sera notre futur dans 50, 100, 200 ans? Eh bien rien n'est moins sûr, laissez-moi vous expliquer pourquoi. La science-fiction ne prédit pas l'avenir, elle joue sur les temporalités. La science-fiction prédit l'avenir, telle est l'impression que l'on a tous eue, certes agréable et fascinante, mais trompeuse. Ce qu'ils font, c'est qu'ils perçoivent les traces du futur dans leur présent. C'est la lucidité de leur analyse du passé et de leur présent qui donne l'impression qu'ils prédisent l'avenir. Les auteurs de SF parlent surtout de leur présent et au fond de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on peut lire sans difficulté les tout premiers livres de science-fiction parce qu'au fond, ils parlent toujours de nous. Alors vous allez me dire oui, mais quand même, machin, il a quand même prédit tel truc. Et c'est là qu'est le piège, comme l'explique très bien l'historien Patrick Boucheron. Au fond, ce qui demeure au-delà de la vie de l'auteur à ce moment-là, donc le moment d'écriture, c'est le texte, la coproduction du sens entre l'auteur et le lecteur aujourd'hui. Au passé et au présent de l'auteur se superposent le passé et le présent du lecteur. On est naturellement tenté de voir une prédiction accomplie parce qu'on l'a sous les yeux à notre époque, parce qu'elle s'est réalisée. Mais on est tout aussi enclin à ne pas s'attarder sur toutes les propositions ratées que l'on juge aujourd'hui farfelues, avec pour simple prétexte qu'elles ne se sont pas réalisées, qu'elles n'existent pas encore, et qu'elles n'existeront peut-être jamais. C'est un biais de confirmation tout à fait naturel, mais dont il ne faut pas être dupe. On peut se demander alors d'où vient cette impression que la science-fiction dit vrai, qu'elle est souvent si proche de nous? D'où vient cette impression qu'elle fait partie de notre présent? Comment font les auteurs pour voir si juste? La science-fiction ne prédit pas l'avenir, elle parle de l'être humain, elle est intemporelle. La littérature, et plus particulièrement la science-fiction, est le réceptacle de nos fantasmes et de nos angoisses collectives. Elle reflète les peurs et les enjeux d'une époque, mais au-delà de ça aussi les questions propres à l'humanité. En 1966, le roman Soleil Vert travaille la peur de la surpopulation liée au baby-boom. Mais en 1973, lors de l'adaptation en film, il a fallu trouver une peur qui soit plus pertinente, plus en accord avec l'époque. Ils ont donc consulté un écologue qui leur a suggéré l'épuisement des ressources naturelles et le réchauffement climatique. On y retrouve donc des peurs qui sont typiquement liées à des questionnements ponctuels, mais qui, au fond, reflètent des questionnements propres à l'humanité. La peur du manque, l'incertitude sur l'avenir, les conditions de vie. Mireille Rivaillant des éditions La Talente résume très bien cette caractéristique de la science-fiction avec cette phrase « C'est une littérature ontologique qui dit quelque chose de la nature de l'espèce humaine. » Et c'est pour ça qu'elle tombe parfois si juste, parce qu'elle parle de l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Ursula Le Guin, grande autrice de science-fiction, considérait les littératures de l'imaginaire comme des littératures réalistes. Les auteurs et les lecteurs se retrouvent autour de ce qu'ils connaissent le mieux, l'humanité. C'est ce qu'appelle justement Margaret Atwood chez son lecteur dans La Servante écarlate. Tout ce qu'il s'y passe d'épouvantable, c'est déjà vu dans l'histoire de l'humanité à un moment ou à un autre. Cela rend le roman encore plus insoutenable parce que vrai, parce que terriblement humain. Les auteurs de science-fiction ne sont pas des prophètes de la technologie, capables de voir comment elle va évoluer et quelle société elle va engendrer. Ce sont des personnes qui analysent avec finesse et lucidité l'humanité passée et présente. Alors on peut se dire, ça n'explique pas tout quand même. Non, effectivement, parce que les liens entre la littérature et le réel sont encore plus ténus et subtils encore. La science-fiction ne prédit pas l'avenir, elle explore les possibles. La science-fiction est le laboratoire de nos peurs, de l'humanité, de la technologie, de la technique, telle qu'elle semble évoluer. Le propre de la science-fiction est sa dimension exploratoire. Il s'agit de prendre des idées et de les pousser plus loin pour voir comment elles pourraient évoluer. D'où l'impression que certains écrits de SF reposent uniquement sur un concept. C'est le cas par exemple des nouvelles de Greg Egan dans Axiomatique. Il prend un concept scientifique, l'étire, le tord, pour voir ce qu'il pourrait donner. Pour Yannick Rumpala, le propre de la science-fiction, c'est justement d'explorer les idées, et non de prédire l'avenir. On n'est pas sûr, on est sûr. Voyez ? Comme cette exploration a lieu dans le cadre de la littérature, et non dans le cadre d'essais littéraires, la science-fiction bénéficie du pouvoir de la fiction, de cette capacité à faire rêver, à faire travailler l'imaginaire. La science-fiction ne prédit pas l'avenir, elle façonne notre imaginaire, et avec lui, le réel. La science-fiction peut influencer les modes de pensée et donc l'avenir. Le lecteur explore, imagine, se projette et se construit avec la SF. Celle-ci façonne son imaginaire, sa vision du présent
et donc celle de l'avenir. Dans ces lecteurs, il y a des gens qui vont choisir de travailler dans les domaines dont parle la SF. C'est le cas de beaucoup d'astronautes et de scientifiques, mais aussi des actuels géants de la tech. Le livre qui résume le mieux le propos que j'essaie de développer ici, c'est Le Neuromancien de Gibson. Déjà, c'est amusant de constater qu'il était nul en informatique, mais que ce qui l'intéressait, c'était le rapport des gens à la technologie. Il était passionné par le Japon, mais aussi il adorait observer les jeunes dans les bornes d'arcade. Et c'est de là que part sa réflexion, de sa grande perspicacité sur le monde qui est en train de se mettre en place, et que l'on constate, nous, 40 ans plus tard. Ce qu'il a écrit a tellement plu et tellement imprégné ses lecteurs, qu'un certain nombre d'entre eux ont tenté de mettre en place, ensuite scientifiquement, des éléments de son œuvre. Pressentir, être perspicace sur l'homme, sur son temps, sur la direction qu'il prend, n'est pas être un prophète. On constate que la science-fiction peut mener à une sorte d'autoréalisation de ses propositions, même d'ailleurs quand il s'agit de mise en garde. Tout lecteur voit bien que les géants de la tech fantasment à partir d'œuvres qui se présentent comme des avertissements. Alors qu'elles nous préviennent des dérives qui pourraient advenir de telle ou telle réalité actuelle, eux semblent vouloir à tout prix les mettre en place. L'ASF ne prédit pas l'avenir, elle exhibe le talent, l'imagination et la perspicacité de ses auteurs. Elle joue sur les temporalités et les individus pour faire appel à ce qui les réunit, leur humanité. Elle mélange réalisme et exploration pour livrer à ses lecteurs une expérience intellectuelle et fictive dont ils ressortent marqués à vie. À eux d'en faire bon usage, car au bout du compte, l'avenir n'est pas dans les livres, mais bien entre leurs mains. Si cette petite réflexion vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et puis à vous abonner et à liker la vidéo.